Amis téléspectateurs et de partout où vous allez nous suivre à l'heure où vous aurez à nous suivre dans cette tranche spéciale, nous sommes en train de parler par rapport à l'entrepreneuriat de la jeunesse. L'entrepreneuriat de la jeunesse, voire, c'est pour créer une classe moyenne en République démocratique du Congo. Il y a même des lois qui régissent, il y a même des organisations qui ont été créées pour qu'on puisse accompagner les entrepreneurs. Chez nous à Likasi, il y a une initiative Likasi, pour une grande conférence pour expliciter à l'opinion nationale et internationale par rapport à l'entrepreneuriat, les contours. Et pour en parler, nous recevons des jeunes gens matures, formés, outillés, d'une manière pédagogique. Ils vont devoir vous expliciter et nous expliciter en profondeur. Le premier invité n'est autre que M. Nawej Katumba. Qui est Nawej Katumba? Il est économiste de formation de l'université de Likasi. Il est coach d'affaires et il est membre de la fondation Maxwell et bien d'autres. Il aura à le dire auprès des téléspectateurs et auditeurs. Bonjour, M. Nawej Katumba. Bonjour, M. Théo. De l'autre côté, vous avez M. Chada Manda Kapitenos. Chada Manda est aussi économiste de formation. Il est de l'université de Kinshasa. Il est spécialiste en leadership, management et coach en développement personnel. Monsieur Chada, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Théo. Lui, il vient de Kinshasa. Il a fait un tour dans la ville, province, plutôt à Kolo, ici dans le Laraba. Monsieur Nawej Katumba, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à votre présentation? Peut-être j'ai omis autre chose. Qui est Nawej Katumba? Nawej Katumba, vous l'avez très bien présenté. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter. On se reste à attendre le vif du sujet qui nous attend aujourd'hui. Okay. Monsieur Chada, oui, un ajout par rapport à la présentation? Non, s'il faudrait ajouter quelque chose, je dirais simplement je suis aussi responsable d'une structure, d'une organisation appelée Click SRL. Voilà, donc je suis le responsable de cette institution qui est basée à Kinshasa, qui se charge de la formation de professionnels et d'entrepreneurs. Voilà ce qu'on pouvait ajouter. Ok. Amis téléspectateurs, nous allons parler sur l'entrepreneuriat et la productivité professionnelle. D'emblée, c'est quoi l'entrepreneuriat? Oui, l'entrepreneuriat. Je crois que vous aurez à vous compléter. Nous commençons par M. Nawej Katumba. L'entrepreneuriat, oui, c'est quoi? C'est un mot qui est en vogue. Merci beaucoup, M. Chad. M. Théo. M. Théo. L'entrepreneuriat, les autres disent entrepreneuriat, ça dépend. Entrepreneuriat, comme vous pouvez d'abord l'entendre, c'est créer de la valeur, c'est innover. Donc, et entrepreneur, celui qui crée un produit dans un marché. Et entrepreneur, celui qui reprend un produit, qui donne un peu des caractéristiques d'innovation, donne une valeur ajoutée à ce qui existe. Donc c'est là, je peux me permettre de dire que c'est la science de la création de la valeur. Donc dans un but de créer une entreprise afin de vendre produit, parce que l'objectif c'est créer ou innover, mais la finalité c'est arriver à vendre son produit, ses services ou ses biens. C'est un peu ça, je pense que c'est la création ou innover la création des valeurs. Monsieur Chada, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose à ce que
votre condisciple l'a dit, M. Nawej. Ok, si je vais rajouter quelque chose, juste résumer ce qu'il a déjà dit, c'est que l'entrepreneuriat vient simplement du verbe entreprendre, c'est-à-dire mettre en place une activité. Mais pour différencier l'entrepreneuriat avec toute activité économique, mais si tout le monde ferait, c'est que au niveau de l'entrepreneuriat, le concept création de la valeur est là. C'est-à-dire, on n'entreprend pas simplement dans le seul but de se faire de l'argent, mais on entreprend pour créer de la valeur, pour donner des solutions aux problèmes auxquels sa société fait face. Voilà ce que je pourrais ajouter. Nous restons avec vous. Et quoi? C'est quoi la productivité alors? Oui, c'est la productivité parce que dans le thème, nous avons des mots-clés, l'entrepreneuriat et la productivité professionnelle. Et qu'est-ce que vous entendez par productivité? Voilà, d'abord, la productivité est un terme polysémique. Très souvent, elle englobe beaucoup de choses. Mais en simple, la productivité, c'est simplement cette capacité qu'a quelqu'un d'être capable d'atteindre ses objectifs efficacement et en toute rapidité. Voilà en bref ce que la productivité veut dire. C'est-à-dire cette capacité que l'on a à mettre en place des objectifs, à les atteindre de façon efficace et efficiente. C'est en bref ce que c'est que la productivité. Est-ce que vous avez ajouté ou bien nous revenons à vous, c'est par rapport à la création, vous avez dit dans vos explications par rapport à la création d'une entreprise. Quelles sont les procédures à suivre pour que quelqu'un, on puisse l'appeler entrepreneur? Merci beaucoup. Il y a des procédures moi j'appelle toujours des procédures de forme et des procédures de fond. La procédure de forme, c'est-à-dire on part de l'idée. Est-ce que c'est une idée qui est simple? Et il faut savoir lutter du stade de l'idée pour arriver au stade que l'idée puisse se transformer en un projet. Et ce projet, je pense que M. Chad va aussi le compléter, est conçu dans un canevas qu'on appelle business plan, je pense. Et une fois qu'on a ce business plan, le business plan est le miroir même qui vous donne, vous dit en avance que ce que vous avez comme idée peut réussir et arrivera à créer telle valeur ajoutée dans le temps à venir. Donc ce n'est pas toute idée. Donc, par rapport à la procédure de forme, donc de fond, c'est l'idée. Et l'idée doit muter du stade d'un projet. Et après, il y a les procédures de fond, c'est-à-dire tout ce qui réglemente la société, tout ce qui demande la société pour qu'on puisse en tout cas muter du stade d'un projet en une entreprise qui est bien structurée. Là, nous avons la législation en la matière. Et il faudrait passer par l'obtention des documents. Et quand on parle des documents, on en parle souvent. Et il y a ce qu'on appelle RCCM, il y a l'identification nationale, il y a le numéro d'impôt et de Kaitera, beaucoup de choses à épingler. Mais je pense qu'avec la suite, nous allons entrer dans le vif du sujet. Monsieur Chada, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport si je m'aurais... Oui. Il faudra savoir que, comme l'a dit mon très cher Nawej, c'est que on ne devient pas entrepreneur simplement parce qu'on a mis en place une idée. On met une idée, on conçoit une idée, mais l'idée doit se transformer en entreprise. Et cela, ça passe par des procédures. Et dans le cas de figure, dans notre pays, il faudrait aller au guichet unique ou voir des organisations compétentes pour vous donner une identification nationale, un numéro des registres de commerce et de crédit immobilier. Ce sont ces éléments-là qui font en sorte que vous soyez reconnu de façon officielle et, au niveau de l'État. Et c'est ce que généralement fait M. Nawej. Il est là surtout pour aussi aider les entrepreneurs à être des entrepreneurs officiels, à être des entrepreneurs, pas de la rue, mais des entrepreneurs qui sont reconnus par l'État, qui paient leurs impôts et qui contribuent au développement économique de notre pays. Voilà. Monsieur Nawej, est-ce qu'on peut être entrepreneur sans fond? On se réveille le matin comme ça, tel que moi, je me réveille,
je deviens entrepreneur sans fonds. Je l'affirme, ça c'est une motivation. On peut être entrepreneur sans fonds. Et la technique, il y a beaucoup de techniques. Lesquelles par exemple? Utiliser ses compétences. Utiliser ses compétences. Je m'excuse. Tu peux avoir cette belle manière de parler facilement. Tu peux être dans l'informel. Et tu peux commencer à exposer ta manière de parler devant les gens. Les gens peuvent t'écouter. Tu deviens comme, je peux me permettre de le dire, M. Chad, un motivateur. C'est lui qui fait le développement personnel. Et au fur et à mesure que les gens sont en train de te reconnaître, ça te permet à ce que tu puisses commencer à marchander ta manière de parler. Et on peut être entrepreneur aussi, juste en demandant, M. Chad est là, M. Chad est d'ailleurs c'est un écrivain. Je peux demander à quelqu'un un livre. Je demande à quelqu'un un livre, ça me prend juste le temps de lire et l'attention. Donc on peut être entrepreneur si vraiment on donne du temps par exemple et de l'attention à la lecture. Et facilement on peut vendre ses compétences à travers les réseaux sociaux. On peut demander 1000 francs à quelqu'un et ainsi de suite. Ça peut quand même créer de la valeur. Et une fois que le chiffre d'affaires de ce que l'on fait devient en tout cas énorme, on peut directement muter de ce que l'on fait comme entrepreneuriat de survie ou entrepreneuriat informel à l'entrepreneuriat qui est formel. Effectivement, c'est un peu ça. Monsieur Chada. Ok, aujourd'hui, de plus en plus, jadis, pour avoir un bureau, c'était tout un problème. On se disait, pour faire du business, il faudra avoir un bureau. Donc aujourd'hui, nous parlons de plus en plus des affaires en ligne. Ça veut dire on n'est pas obligé d'avoir un bureau physique, mais on peut avoir un bureau en ligne et puis vendre ses services. Abordons les choses dans le sens de Nawesh pour affirmer le fait que c'est possible de commencer une activité, de s'appeler entrepreneur sans pourtant avoir un fonds. Ouais. Moi, j'en suis un exemple. J'ai commencé mon entreprise type aujourd'hui qui a formé beaucoup de gens, en tout cas en RDC. Je l'ai commencé dans ma chambre. Je vais dire des choses telles qu'elles sont. Quand j'ai quitté l'abraliment là où je travaillais, j'étais pité dans une situation telle que je devais payer le loyer, etc. Mais je me suis dit, j'ai quand même des compétences. Le fait est que chacun de nous a des compétences qui peut mettre à la disposition des autres moyennant de l'argent. Et c'est au travers de la mise en circulation de ces compétences que l'on peut faire de l'argent. Ça, c'est d'abord cela. Puisque beaucoup de gens pensent que pour créer une entreprise, il faudrait ipso facto avoir de l'argent. Beaucoup d'argent. L'argent vient après. L'argent n'est qu'une conséquence, bien entendu, d'un produit ou un service que l'on a mis à la disposition d'un public. Donc l'argent n'est qu'une conséquence en fait. On va créer de l'argent après avoir servi. C'est pas l'inverse. Puisque s'il faudrait peut-être se dire que bon, pour commencer, je dois avoir un financement, ça va provenir d'où? Qui est censé vous donner un financement? Parce qu'il y a toujours des conditions. Et très souvent, les conditions là excluent beaucoup de gens. Excluent les gens qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas un compte bancaire, etc. Il y a trop de conditions qui font en sorte que beaucoup de gens sont exclus même du système classique d'octroi de crédit. Donc voyez-vous, on peut commencer d'abord par vendre son talent, ses compétences à ses amis, aux autres. Et au fur et à mesure que l'on avance, on évolue d'abord dans l'informel. Quand on aura quand même suffisamment de fonds, on pourra voir M. Nawesh pour vous donner, vous permettre d'avoir tout le document qu'il faut pour être alors, bien entendu, formel. Voilà. Tout au début, là, quand vous étiez en train de dire par rapport à la productivité, oui, j'aimerais que vous puissiez, est-ce quoi la productivité au travail? Voilà. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'entrepreneuriat. Et il y a des coachs et des gens qui pensent que l'entrepreneuriat était aux antipodes du salariat. C'est-à-dire, quand on est entrepreneur, on ne peut pas être un salarié. C'est déjà une idée reçue et c'est une fausse idée. Voilà pourquoi on s'est dit, un entrepreneur est tout autant important qu'un salarié. Et on parle maintenant au niveau de la productivité professionnelle. La productivité professionnelle, c'est simplement quoi? Ça veut dire cette capacité-là qu'a un travailleur de pouvoir donner les bons résultats auxquels, bien entendu, son organisation s'attend en fait. Il est capable, en étant responsable ou en étant responsable d'une tâche, de bien l'exécuter et de donner de bons résultats. C'est ça, en bref, c'est qu'on appelle la productivité au travail. Monsieur Nawesh, tout à l'heure, M. Chada était en train de dire par rapport aux freins qui bloquent les entrepreneurs, par rapport au démarrage, par rapport même à accélérer l'éclosion
de leur entreprise. Si vous pouvez nous dire quels sont les quelques freins qui bloquent les entrepreneurs en République démocratique du Congo, voire même ailleurs. Premièrement, c'est presque tout ce que M. Chad a dit. Vous voulez devenir entrepreneur aussi longtemps que vous n'avez pas d'abord une idée qui est saine, un projet qui n'est pas bancable. Ça te bloque. Donc il faut avoir un projet bancable. Et oui, un projet bancable et une idée bien conçue dans un programme, dans un canevas, business plan, ça te permet au moins de savoir ce que tu veux. Imaginons-vous, aujourd'hui on vient, on vous demande qu'est-ce que vous voulez. On vous donne un montant d'argent donné. Vous allez faire quoi avec? Mais il faut quand même un projet. Et sur base de ce projet, vous allez savoir comment canaliser cet argent. Donc, comme M. Chad l'a dit, l'argent c'est juste une conséquence. Il faut d'abord donner pour qu'après nous puissions recevoir. Par rapport aux freins, les obstacles, ce sont les obstacles liés, donc les obstacles par rapport à l'environnement. Là on parle surtout de l'État. Bon, aucune promotion par rapport à l'entrepreneuriat. Les financements se donnent par, je m'excuse, par népotisme, par clientélisme, parce que c'est mon frère, parce que c'est ma soeur. Mais en réalité, on ne peut que donner. Il y a des gens, des jeunes gens qui ont des projets, des grands projets, bancables même, qui ne se retrouvent pas dans la sélection, dans la liste des gens qui ont été retenus. Et il y a quand même des organisations qui permettent quand même aux entrepreneurs de se promouvoir. On parle de l'agence ANADEC. ANADEC est chargée de la formation des entrepreneurs. Il y a aussi ce qu'on a créé, M. Chad, Project, qui est là pour le financement. Donc, il prend l'argent, le Project intègre ça dans les banques classiques, question de minimiser les risques par rapport à l'argent qui a été pris, pour arriver maintenant à les injecter dans des projets phares, dans toutes les provinces. Où est cet argent? Que de réforme en réforme, mais l'impact visible n'est pas là. Est-ce que l'accès au crédit bancaire, parce qu'on en parle, il y a des banques ici chez nous, les entreprises, les entrepreneurs, parce que vous avez dit, il faut avoir une idée. Est-ce qu'on a accès facile au crédit bancaire? Je pense que M. Chad va me compléter, mais c'est impossible. Nous avons des banques commerciales et ils font le business. Et c'est l'État, à travers ces organisations, qui doit canaliser de l'argent dans les banques classiques, mais qui d'ailleurs ce sont des banques commerciales. Et comment arriver à ce qu'on puisse te donner un crédit sur base d'un projet, je m'excuse, qui n'a pas un soubassement. Donc là, il y a un problème par rapport à la rédaction des idées d'entreprise de la part des entrepreneurs. Ils s'appellent entrepreneurs aussi longtemps qu'ils ne respectent pas les aspects des fonds. Cette fondation là-bas, l'argent c'est rien, le financement c'est rien. Mais lorsqu'un projet est mal conçu, il y a des entreprises qui naissent, des entreprises de circonstances. Tu dois brandir à la banque ton expérience professionnelle. L'entreprise doit avoir un CV. L'entreprise doit montrer ses compétences. Et donc je fais ça. Mais une fois que l'entreprise elle est ouverte, 2 mois après, vous allez directement solliciter un crédit à la banque. Qu'est-ce qui prouve que vous avez des soubassements solides, le business plan et tout ça? Vous allez fuir alors. Monsieur Chad. Oui, en étant un ancien banquier, je pourrais compléter toujours ce que mon cher Gloire a dit. Oui, le fait est que les banques classiques, normalement, dans notre pays surtout, n'accordent pas des crédits aux PME ou aux personnes qui sont porteuses de projets. Ça, c'est avant tout le fait que, tellement que nous sommes dans un contexte économique énormément risqué, et les banques n'aimeront pas quand même mettre leur argent à disposition. C'est risqué, voilà, des gens qui n'ont aucune expérience, qui n'ont pas de business plan bien fait, qui ne savent pas en tout cas même être attrayants pour attirer la banque, pour attirer même la faveur de la banque, pour leur accorder un crédit. Vous voyez déjà le problème, c'est à ce niveau-là. Les banques demandent des garanties. Ça, c'est un autre élément. Quel est cet entrepreneur-là qui commence à peine ses activités?
a une garantie à donner, a une hypothèque à donner? Il n'y en a pas. Puisque les banques, généralement, il faudra avoir une garantie. Puisqu'au cas où vous serez en défaut de paiement, que vous serez à mesure, la banque soit à mesure, bien entendu, de mettre la main sur cette garantie-là pour financer le principal que vous avez eu et puis les intérêts. Donc déjà, du coup, tellement que nos entrepreneurs n'ont pas de garantie bancaire à pouvoir donner aux banques, ils sont déjà au-dessus du système bancaire classique. Voilà pourquoi il y avait même l'idée de microfinance. Mais ça aussi, on est toujours dans la même chose. On vous accorde des microcrédits, mais avec des taux d'intérêt qui frôlent l'usure. Exorbitant. Voilà, des taux d'intérêt exorbitants. Et ça devient déjà très difficile pour l'entrepreneur qui commence. Et heureusement, aujourd'hui, il y a quand même FOGEC, qui est un fonds de garantie aux entrepreneurs. Mais le FOGEC est encore à ses débuts. Et même avec FOGEC, ça ne veut pas dire qu'on va te donner l'argent en l'air comme ça. Il faudra avoir un projet bancable, exactement. Il faudra avoir un business plan. Et il faudrait que vous soyez convaincant au point de démontrer au FOGEC que vous serez capable de créer de la valeur et qu'il y aura de la rentabilité dans votre activité. Si vous n'êtes pas capable d'être persuasif à ce point, vous n'aurez pas de financement. Même pas chez FOGEC, voyez-vous. Mais l'avantage avec FOGEC, c'est que on accompagne de start-up, c'est-à-dire des gens qui commencent leurs activités à peine. Contrairement aux banques, déjà, quand vous êtes porteur d'un projet, vous êtes déjà exclu du système bancaire classique. Voilà ce que je m'en rends et par rapport à cet environnement, y a-t-il, nous journalistes, nous avons notre code éthique et déontologie, les avocats ont leur code éthique et déontologie. Est-ce que y a-t-il un code éthique et déontologie de l'entrepreneur? Et qu'est-ce ce code? Les codes, je me réserve. L'entrepreneur suit l'environnement selon la législation. Je voulais d'abord dire quelque chose à M. Chad. On a parlé de l'ANAPI, on a parlé de beaucoup d'organisations financées. On parle maintenant des ANADEC, FOGEC. Et là, maintenant, on nous parle encore de la RSP. Que de réforme en réforme. Moi, je pense que le ticket déontologie de l'entrepreneur, c'est. Donc, moi, je pense que ce sont ces lois-là qui sont nos miroirs. Mais quel genre de miroir? Mais par contre, le ticket déontologie, c'est au niveau maintenant de la personne. Comme ce que M. Chad a dit. Le projet doit être bancable. Un entrepreneur doit savoir dans quoi est-ce qu'il va investir. Ce n'est pas se faire de l'argent qui fait de toi que tu es entrepreneur. Entrepreneur, oui, mais à quel prix? Nous voyons des gens ici. On parle du blanchissement d'argent. C'est ça, M. Chad. On parle du blanchissement d'argent. L'évasion fiscale, des gens qui se retrouvent, mais on ne sait pas voir la traçabilité de l'argent. Où est-ce qu'il a eu cet argent? Il n'y en a pas. Moi, je pense que ce sont ce genre d'investigations qui vont maintenant aboutir à la jeunesse qui est consciente d'arriver à créer l'éthique et l'ontologie de l'entrepreneur. Ce n'est pas dans n'importe quelle activité qu'on peut se prévaloir de dire que non, je deviens entrepreneur. Bon, vous pouvez me dire, par exemple, on a appris beaucoup de choses, même à l'est du pays. Je m'excuse, je ne suis pas politicien. Nous, des entrepreneurs d'abord, on est apolitiques. Quand on essaie de trouver, quand les nationaux essaient de trouver des remèdes contre les maladies, Ebola, etc., on a appris qu'il y a des gens qui ont été tués. Mais au final, donc, il y a une entreprise dans le monde qui finance les maladies. Mais est-ce qu'en réalité, doit-on appeler ces gens-là des entrepreneurs? Entrepreneurs, mais à quel prix? En tuant les gens? Entrepreneurs, en finançant la guerre, par exemple. Ce sont ce genre de réclamations et de revendications qui vont nous permettre de chuter pour dire que non, on crée ce qu'on appelle l'éthique et l'ontologie. Quand tu fais telle activité, tu n'es pas appelé entrepreneur. Quand bien même que tu peux avoir tous les documents de l'État. Moi, je pense, M. Chad, vous comprenez ma démarche. Voilà. Même si tu as tous les documents de l'État reconnus. Il y a des gens qui, dans leur RC5, ils sont dans telle activité. Mais en réalité, ils ne font pas ça. Et là, je chute par rapport à M. Chada. Y a-t-il un domaine réservé à un entrepreneur ou bien l'entrepreneur est généraliste? Par exemple, je suis vendeur de beignets, je suis constructeur, je suis patati patata. Donc, j'embrasse beaucoup de choses. Est-ce que ça s'est fait pour
pour une entreprise, pour quelqu'un qui s'est dit entrepreneur? Oui, c'est possible. Avec beaucoup de domaines d'intervention. Oui, c'est possible et il suffirait simplement d'en avoir la maîtrise. L'homme a la capacité d'être à même de faire beaucoup de choses au même moment. Parce que déjà, dès par le fonctionnement de notre cerveau, on est capable de faire beaucoup de tâches au même moment. Ça, c'est possible. Mais sauf que quand on parle d'un entrepreneur, le fondement ou la fondation, c'est la solution au problème qui se fait sentir dans son environnement immédiat. Si vous êtes capable de voir de problèmes et que vous êtes capable d'en proposer de solutions, vous êtes un entrepreneur. Mais si je dois rejoindre Nawesh, ça doit être à quel prix? Vous devez solutionner le problème, c'est vrai. Il y a des gens qui, on sait très bien que ce qu'ils font, c'est ça, telle activité. Mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Mais au fond, il y a beaucoup d'activités illicites. Il y a même certaines de nos banques ici qui sont dans les blanchiments de capitaux. Vous rendez compte qu'elles n'ont pas assez de clients, mais elles continuent à être quand même pérennes. On s'est dit, mais comment est-ce qu'elles arrivent à être pérennes alors qu'au fond, quand on regarde en termes de clientèle illicite, voilà, en termes de clientèle, elle n'a pas assez de clients. Voyez-vous, ça c'est un problème. Mais on peut être entrepreneur tout en embrassant déjà beaucoup d'activités au même moment. Surtout que si ces activités-là répondent aux besoins ou solutions de problèmes réels de sa société. Voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à accumuler. Quels sont les déterminants de la productivité selon vous? Oui, il faudrait comprendre qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de la productivité, même en tant qu'entrepreneur. Beaucoup de gens se disent aujourd'hui entrepreneurs, etc. Mais ils ne sont pas productifs. Parce que, pourquoi je dis qu'ils ne sont pas productifs? Parce qu'ils ne sont pas capables d'atteindre les objectifs qu'eux-mêmes ils se sont assignés. Voilà. Ils se sont assignés des objectifs, mais ils sont incapables de les atteindre. Et quelles sont les composantes de la productivité? Il y a par exemple la discipline personnelle. Vous voyez, quand on est entrepreneur, quand on est professionnel, on a des tâches, on a des responsabilités. Et on a le temps, qui est bien entendu la ressource que l'on a à notre disposition, mais elle est limitée. Chaque jour, on sait qu'on doit travailler pendant 8 heures du temps. Mais vous avez une tâche à accomplir pendant 8 heures du temps. Comment vous vous organisez-vous pour arriver à atteindre ces tâches-là? Là, on voit la discipline personnelle, on a les sens de l'organisation, on a les compétences. On doit être capable de bien assumer sa tâche. Puisque dès lors qu'il y a une adéquation entre la tâche qui m'est confiée et mes compétences, je ne saurais pas être productif. Puisqu'il me prendra beaucoup de temps pour arriver à bien faire cette tâche-là. N'oubliez pas que la productivité a tout à voir avec non seulement l'efficacité et l'efficience, mais aussi la rapidité dans l'exécution. Donc si vous êtes capable d'être rapide dans l'exécution de votre tâche et de la faire de façon optimale, vous êtes là, dans ce contexte-là, bien productif. Donc je disais que parmi les composantes de la productivité, il y a les compétences, il y a la discipline personnelle, il y a le fait qu'il doit y avoir l'adéquation entre mes compétences personnelles et la tâche, et il y a aussi ce que nous appelons, ce que beaucoup de gens appellent l'essence d'organisation. Parce que quand on a l'essence d'organisation, on a les compétences qu'il faut, et on sait bien gérer son temps, on a déjà là tous les ingrédients pour être productif dans les cadres professionnels et même dans les cadres d'un entrepreneur. Voilà. Monsieur Nawesh, que faire pour gagner un marché public afin d'arriver à la productivité? Oui, effectivement, merci beaucoup. Quand j'ai évoqué les organismes qui permettent quand même, ils sont comme des miroirs pour l'entrepreneur. Donc, comme projet, Canapi, et tout ça. Un respect. Pour avoir un marché public, je pense qu'il y a des lois. J'ai dit cela, mais actuellement, pour avoir accès. Donc, vous voyez un peu le problème qui se pose là. À la base, le plus grand problème de l'entrepreneuriat, c'est le manque d'information. Comment ça, le manque d'information? Or, il y a ces marchés. Je suis en train de joindre M. Chad. Il doit y avoir adéquation entre les objectifs de ton entreprise avec ta propre personne. Lorsque les objectifs sont hauts, tu dois te former. C'est genre des choses à s'apprendre. Quand on parle de quelqu'un, le séminaire de formation, il trouve que c'est ennuyeux. Mais alors que les objectifs de son entreprise et sa propre personne, il y a une adéquation. Il doit s'auto-former, il doit lire. Mais les jeunes aujourd'hui ne lisent pas. Un entrepreneur doit être à jour avec les activités de son entreprise. Un entrepreneur peut créer un site. Effectivement. Il se doit d'en avoir. Il se doit d'en avoir. Parce qu'au départ,
Au départ, d'abord, lorsqu'une entreprise au stade de lancement, parce qu'une entreprise a le lancement, la croissance, la maturité, etc. et le déclin. Mais au stade du lancement, tu n'as pas besoin d'engager beaucoup de gens. C'est toi-même, tu dois faire la comptabilité, toi-même, tu dois faire le designer en même temps, et toi-même, tu dois faire ton. Tu as tout intérêt à te former. Toi-même, tu dois lire la loi. Alors, et venons maintenant aux procédures pour avoir un marché. Pour avoir un contrat. Ça ne suffit pas que l'idée, elle est bonne. Ça ne suffit pas que vous êtes formé. Mais il faut lire. Les gens ne sont pas formés. Donc, manque de passion à la lecture. Et voilà, maintenant, nous, dans notre organisation, nous permettons quand même aux gens de savoir que pour avoir un contrat, il faut ça, il faut tel document. À part le fait que tu as les documents d'une entreprise. Lorsque tu veux prendre par exemple un marché de la construction, il y a ce qu'on appelle l'agrément, on va te donner l'agrément. C'est un document d'expertise de tes compétences. Tu dois travailler de mèche avec le technicien de l'État. Tu peux être, oui, tu es entrepreneur. Oui, entrepreneur évoluant dans la construction. Mais oui, mes diplômes sont là. Tu veux faire un chef-d'œuvre. L'État doit envoyer aussi ses experts. Tu travailles aussi avec ton expertise. Question de voir est-ce que ce qui va construire, il y aura adaptation. C'est là qu'on parle de l'agrément, par exemple. Et puis à part ça, pour avoir accès à ces marchés, actuellement, vous savez, on parle de l'ARSP. Il faut avoir l'ARSP. Parce qu'il ne peut avoir un marché qu'une sous-traitance qui est gérée par un Congolais. Mais il se passe aussi autre chose. Là aussi. Lesquels? Pour avoir un marché, c'est le népotisme, c'est le clientélisme. Mais il faut souscrire parce que nous recevons même des communiqués où on appelle les gens à souscrire, à aller remettre ici ces $1000 et puis après peut-être on ne va pas même alors que rembourser. Ce n'est pas ce que dit la loi. Normalement, c'est l'entreprise qui vous appelle pour avoir un marché qui doit directement vous financer à concurrence, je pense, de 30%. Mais les gens comprennent seulement. Où part cet argent? Tu as un projet de construire quelque chose qui va te rémunérer, je ne sais pas, $40 000, donc on te demande $1000. Je ne sens pas ce sens de leadership dans tout cela. Vous voyez, ça va où? Donc ce sont les services de passation de marché de la République, de l'État. Est-ce que l'État connaît ça? Mais oui, c'est pas dit la loi. Moi, en tant qu'entrepreneur, je lis que la loi me dit pour avoir du sous-traitance, il y a ça, il y a ça. À part ça, là, je ne vais pas entrer dans les livres. On dit que la sous-traitance doit appartenir aux Congolais. Mais le Congolais n'a pas d'argent. C'est l'expatrié qui vient maintenant avec l'argent. Vous avez dit même sans fonds, vous pouvez créer une entreprise. Là, on parle maintenant des grands marchés. Parce que pour avoir les grands marchés, il y a la catégorisation de l'entreprise. Quand tu es au lancement, tu es dans l'entrepreneuriat de survie. Tu payes que les patentes. Vous voyez, tu payes les gens de la mairie, 1000 francs, 2000 francs. Donc moi je pense que les impôts sont en adaptation avec l'évolution de ton chiffre d'affaires. Lorsque tu nages dans les 10 millions et au-delà, là tu es quand même considéré comme PME. Tu peux commencer à payer tes hyper, etc. C'est comme un bébé que l'on aide à grandir. Mais quand vous êtes en bas, vous payez la patente? Oui, vous êtes en bas et ainsi de suite. Maintenant, pour arriver à gérer ces grands contrats, vous devez être une entreprise qui est mature, une entreprise qui a un CV. On ne peut pas donner ça à n'importe qui. Ok, M. Chada, pourquoi pouvez-vous qu'il est vraiment important de parler de la productivité au travail? Oui, il faudrait comprendre ceci. La productivité au travail est un élément très déterminant même dans l'épanouissement économique. Les économies que nous appelons prospères aujourd'hui, ce sont des économies productives. C'est-à-dire, chaque agent économique à son niveau fait un effort d'atteindre ses objectifs. Si vous atteignez vos objectifs, moi j'atteins les miens, M. Gloire atteint les siens, tout le monde atteint ses objectifs, on va arriver au résultat facilement. On va arriver au résultat rapidement. C'est ce qui fait même des grandes nations. Voilà pourquoi parfois dans notre pays on néglige beaucoup de concepts. Mais les concepts de productivité, c'est un concept très très important. Aujourd'hui les gens travaillent. Parlons même par exemple
des agents publics de l'État. Beaucoup de gens partent au travail, mais sont-ils productifs pour autant? À la fin de la journée, est-ce qu'ils peuvent vous dire qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Ont-ils des tâches? Ont-ils des responsabilités? Est-ce qu'ils les assument formellement ou de façon responsable? Non. La réponse est non. Simplement parce que là-bas, on sait que quand on est dans la fonction publique, c'est un truc, un ami m'a appelé, je suis le cousin, etc. C'est une sorte de club d'amis. La productivité n'est pas là. Et on s'est dit que notre pays doit se développer. Ça ne va pas se développer comme ça. Ça ne va pas se développer étant donné que beaucoup de gens ne sont même pas productifs. Ils ne savent même pas que c'est. C'est quoi la productivité? Ils ne savent pas. Ils sont là au boulot en train de ne rien faire. Et au bout de compte, à la fin de la journée, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont fait de leur journée. Mais ils sont quand même au boulot. Donc la productivité est un concept très très important. Pour tout pays qui se veut respectable, pour tout pays qui veut réduire même son niveau de chômage, ça doit être une économie productive ou un pays qui incite les gens à être productifs, à être capables de s'assigner des objectifs et de se battre pour les atteindre de façon efficace et efficiente. Si on est capable d'y arriver, on va atteindre le niveau des États-Unis d'Amérique, on va atteindre le niveau de la Chine. Aujourd'hui, la Chine, c'est parmi les économies les plus productives au monde. Simplement parce que il y a M. Gloire qui est chinois qui est productif, moi je suis chinois, je suis productif, un tel est chinois est productif, et dans l'ensemble, nous créons la productivité générale au niveau de l'ensemble de l'économie. Et voilà qu'aujourd'hui, les Chinois exportent leurs biens un peu plus partout, et surtout précisément en Afrique. C'est à cause de leur productivité au travail. Donc c'est un concept très important et qui vaut la peine que l'on en parle en tout cas. Et quels sont les avantages d'être productif au travail ainsi que dans sa vie personnelle, avant que M. Nawej ne puisse ajouter? Tout professionnel sérieux se doit d'être productif. D'abord, quand vous êtes chef d'entreprise et que vous êtes dans un domaine de compétences, vous devez par semaine traiter par exemple 10 dossiers. Ça c'est vous. Mais si vous êtes incapable tout au long d'une semaine de traiter 10 dossiers, vous n'êtes pas productif. C'est-à-dire, il faudra être capable de traiter au minimum 10 dossiers dans les délais qu'on s'est fixés. Et voyez-vous, quand on sait qu'on est capable de traiter les dossiers rapidement, on aura d'autres dossiers, on aura d'autres marchés. C'est-à-dire, qui est productif aura encore de marchés. Et plus vous avez des marchés, plus vous avez de l'argent, plus vous allez créer de la valeur, plus vous allez embaucher les autres. Vous voyez que c'est tout un cycle. C'est un cycle. Exactement. Productivité, ça engendre la richesse. Donc, quand il y a la richesse, il y a les gens la richesse résorbe le chômage. Et plus il y a moins de chômeurs, moins notre économie devient dépendante de l'extérieur, plus elle devient productive aussi. Voilà, donc c'est toute une boucle, c'est tout un enchaînement. Voilà. Monsieur Nawej, si vous pouvez ajouter avant que je ne vous pose l'avant-dernière question. Effectivement, la productivité elle est très importante. Quand nous sentons aujourd'hui que la Chine elle est devenue une économie florissante. Il se pourrait, et avec des affirmations, nous avons lu que les Chinois étaient trop dans l'information. Pourquoi? Parce qu'ils ont préservé la base. Ils ont fait des conférences et des conférences. C'est en Chine où il y a eu beaucoup de conférences et il y a trop de conférences en Chine. Pourquoi? C'est la base. 80% de nos résultats est conditionné par nos efforts mentaux. Dans les services de l'État, ce que la personne a fait le premier, c'est la même chose. Il n'est pas productif. Vous voyez, la même manière de travailler, presque chaque jour quand il quitte le boulot, il rentre chez lui, il dort, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, la même chose. Comment arriver à être productif? Moi je pense que c'est dans ce genre de choses, les formations, les séminaires, les émissions à caractère pédagogique comme ça, que les gens vont arriver maintenant à comprendre que la base, c'est l'auto-formation, c'est informer, etc. Parce que, moi je pense que, ici il s'agit de l'échange. Faisons un échange qui est presque pédagogique, un échange d'idées. En économie immatérielle, donc ce qu'on partage un bien qui est matériel, on le multiplie. Mais quand je te donne 10 $, j'avais 20 $, ça reste 10. Et vouloir penser qu'on doit espérer qu'on sera un pays prospère sur base des matières premières ou des choses qui sont finies. En tout cas, là, on a inversé la tendance. Oui, oui. Moi, je pense qu'on doit investir dans l'économie de la connaissance. Investir dans l'économie de la connaissance. Quelles sont les erreurs à éviter? Quelles sont les erreurs qu'un entrepreneur peut ne pas commettre?
Bon, les erreurs, c'est... Ce chat va aussi m'ajouter du point de vue de la productivité. Les erreurs, moi je parle des erreurs plutôt que l'on rencontre quand on fait, parce que nous sommes à la création, à la gestion et on participe même au déclin de l'entreprise. Les erreurs sont des erreurs de création d'entreprise d'abord. Vous êtes une entreprise qui fait autre chose, mais vous déclarez autre chose. Donc, quelle est l'activité principale vraiment? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes une entreprise de construction, on vous trouve dans une autre activité. Ce sont des erreurs à éviter. Ça peut y avoir des poursuites. Parce que quand un entrepreneur échoue, c'est parce que donc c'est tout un monde qui échoue. C'est tout un monde qui échoue. Parce qu'un entrepreneur, en même temps qu'il trouve des solutions, il engage des gens pour lui permettre d'atteindre ces objectifs-là. Mais si l'entrepreneur a biaisé la procédure, donc il participe encore à l'augmentation. Monsieur Chada. Et aussi, il y a des erreurs aussi par rapport pendant la vie de l'entreprise. C'est très important. Les erreurs à ne pas commettre. La comptabilité, les mauvaises déclarations fiscales. Les gens confondent payer les impôts et être parrainé par une autorité. Ça ne se fait pas. Un entrepreneur consciencieux ne peut pas faire ça. Vous avez 100 travailleurs, vous partez déclarer 10 travailleurs, alors que vous êtes dans une entreprise de construction. Mais ça, c'est trop grave. Vous avez construit un immeuble pareil avec 10 personnes, ça saute aux yeux. Et en connivence avec les gens, les mandataires de l'État, ils vont comprendre politique de complaisance. Est-ce que ton dossier est apuré ou bien ça continue? Et quand vous faites trop de tracasseries, il est soutenu par Tel ou tel autre. une autorité militaire, autorité politique, ça ne se fait pas. Nous connaissons des entreprises qui ont fermé. Du point de vue de la fiscalité, mauvaise déclaration, être soutenu par des autorités, ça ne se fait pas. Un entrepreneur consciencieux ne peut pas évoluer dans ce genre de choses. Tu payes tes impôts normalement, tu payes tes taxes normalement. La taxe, oui, elle est discutable, l'État congolais reconnaît cela. Les impôts, il y a possibilité d'avoir des experts comme M. Chad, comme nous autres. Effectivement, nous sommes des consultants en cela. On va vous dire que ça, on déclare comme ça il ne faut pas faire. Que de vouloir faire la politique de complaisance, trafic d'influence, ou être parrainé par une autorité, ça ne se fait pas. Parce qu'il y a des impôts et l'idée. Vous pouvez être parrainé pendant 2 ans. Mais votre dossier continue toujours à être cumulé. Vous allez payer d'abord à l'État. Et l'État dit qu'il appartient à celui qui gère ton dossier fiscal. Donc, de récupérer d'abord l'argent. Et du parrainage? Oui, l'argent est l'idée. Et puis c'est sur base de ça qui frappe les impositions, mais les pénalités. Celui qui gère le dossier peut aller à une imposition, une pénalité au-delà de 1000%. Là, vous tombez en faillite. Ce sont des choses à éviter. Monsieur Chada, peut-être la dernière question. Alors, que faire pour être productif au travail? Alors, si vous pouvez ajouter à ce que je réponds directement à la question. Déjà, M. Nawa a bien expliqué. Que faire pour être productif au travail? Il faudrait d'abord être conscient de vos responsabilités. Ça, c'est le premier élément. Il faudrait, en deuxième ressort, savoir bien gérer son temps. Parce que aujourd'hui, avec l'Internet, avec tout ce qui va avec, on a de quoi être distrait. Et il faudrait mettre en place, il faudrait maintenant avoir des stratégies pour ne pas être distrait, de telle sorte que d'accomplir sa tâche dans les délais. Tout ça, ça s'apprend. Le fait est que voilà, la raison même d'être de la conférence que l'on va animer sur l'entrepreneuriat et la productivité. C'est-à-dire, on va permettre aux gens, surtout le professionnel, moi je vais m'attaquer plus aux professionnels, on va leur démontrer des stratégies qu'ils doivent mettre en place pour être productifs. Puisque quand on est productif pour un professionnel, être productif, ça veut dire aussi gravir des échelons, quitter du bas étage au point zéro, au top management. On quitte par exemple d'un comptable junior jusqu'à devenir le directeur financier. Puisque dès lors que l'on est déjà productif, tiens, les responsables diront, mais ce métier est productif, tout ce qu'on lui donne, il est à mesure d'accomplir cela et dans les délais impartis. Quoi de plus normal, un travailleur pareil ne sera-t-il pas apprécié par les top management? Pourquoi on ne lui donnera-t-on pas la place
au top management. C'est-à-dire, pour déjà avoir cette place-là, si vous voulez bien entendu en avoir, il faudra être productif. Alors dans la conférence, il sera question maintenant de démontrer aux professionnels qui seront là des stratégies pratiques, bien entendu, qui puissent leur permettre d'être productifs pour espérer gravir les échelons. Parce que quand on n'est pas productif au niveau de boulot, on ne gravit pas les échelons. On peut beau prier, puisque nous aimons prier, nous aimons beaucoup trop gêner, mais on peut beau prier et beau gêner quand on n'est pas productif, quand on n'est pas capable de bien faire son travail, à temps, eh ben, il faut oublier la promotion. Il faut vraiment l'oublier. Alors dans la conférence, il sera question de vous démontrer qu'est-ce qu'il faudrait faire pour espérer avoir une promotion, et c'est très rapidement. Puisqu'avec la productivité, plus vous êtes productif, plus vous aurez à maximiser vos chances d'être promu et puis d'arriver au top management. Voilà c'est de quoi on va parler dans la conférence qui va s'annoncer, je crois bien, c'est déjà les 4 février. Et M. Gloire aussi va un tout petit peu nous en parler. Ok, voilà. Monsieur Nawesh, Gloire Nawesh, vous regardez la caméra. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse par rapport à ce thème? Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux professionnels, c'est-à-dire les entrepreneurs? Le mot de la fin, il est clair. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un mythe. L'entrepreneuriat, c'est une réalité. L'entrepreneuriat, tu peux être entrepreneur. Tu peux libérer ton potentiel et en faire une entreprise. L'entrepreneuriat, ça ne demande pas seulement de l'argent. Tu peux commencer avec tes compétences. Tu peux commencer avec tes connaissances. Et en suivant le guide, en suivant des très bons modèles. C'est faisable. Oui, tu peux être entrepreneur. C'est ce que je peux dire à la jeunesse. Tu peux être entrepreneur, oui, mais surtout savoir dans quelle activité tu dois œuvrer. Là, ça respecte un peu l'éthique, les valeurs. C'est que même la nature nous demande. Tu peux être entrepreneur, tu peux gagner ta vie en étant un entrepreneur formel, avec tous tes documents, respectés par des gens. Tu peux t'engager. Tu peux être une source de bénédiction pour les autres via ton entreprise. Ça, c'est très important. Et à ceux qui sont professionnels, il est grand temps d'être productif. Il est aussi grand temps d'éviter, de respecter toujours l'éthique d'un entrepreneur qui est déjà en exercice. Soyez des entrepreneurs consciencieux qui pensent au développement, bien sûr, de notre pays. Oui. Monsieur Chada, avez-vous un mot? Oui, exactement. Je vais m'adresser particulièrement aux professionnels qui sont dans le domaine du travail, les professionnels des travailleurs. Il faudrait savoir que c'est d'autant plus frustrant de rester pendant longtemps à un niveau bas, alors que vous avez tout le potentiel qu'il faut pour arriver au top management. C'est plus frustrant de rester là où vous avez commencé. Mais on a une conférence qui va bien entendu vous donner des astuces, des stratégies pratiques pour vous permettre d'être d'autant plus productif afin de sortir les potentiels en vous, de sorte que vous soyez aussi capable d'arriver au sommet de votre organisation. Pourquoi pas vous? Pourquoi est-ce que tout le monde doit être promis et pas vous? Et surtout que la promotion dépend de votre productivité. Alors il y a une conférence qui va bien entendu vous permettre de connaître des stratégies pratiques à mettre en place. C'est un professionnel, c'est un ancien employé qui vous parle. Je vais vous dévoiler des stratégies pratiques qui vous permettront bien entendu de quitter les bas échelons pour atteindre le sommet dans votre organisation et enfin d'être respecté. Quoi de plus normal, quelqu'un qui est promis, ça donne toujours du respect et de l'estime de soi. Et merci. Où est-ce qu'on peut vous trouver par rapport à tous ces conseils? Parce que vous avez une adresse, un siège social, un site. Où est-ce qu'on peut vous trouver normalement? Je voulais ajouter quelque chose. Ouais. Ce 14, nous faisons la conférence. Ce 4 février, nous faisons la conférence sur l'entrepreneuriat et la productivité. C'est une occasion pour toi d'être entrepreneur formel. Moi, je suis Gloire Nawesh Katumba. Je suis chef de mon entreprise, NK Consulting Service. Je vous permets la création de votre entreprise. Je vous aide aussi en fiscalité, en comptabilité,
et autres prestations de services. Venez, c'est important, vous allez écouter des choses que vous n'avez jamais écoutées. Il est grand temps que l'ICACI puisse bouger aussi. C'est pas pour rien qu'on a choisi le grand thème qui s'appelle l'ICACI Innovation. L'ICACI Innovation, c'est-à-dire fini cette vie-là de survie, fini cet entrepreneuriat de bas échelon. Nous devons sauter de niveau. C'est possible d'être des entrepreneurs émergents et de permettre à notre pays aussi de quitter le stade du développement vers un pays totalement émergent. Et si le pays est émergent, c'est-à-dire que nous aussi nous avons des entreprises qui sont émergentes. Et une entreprise émergente, c'est une entreprise qui est productive, qui a un sens de leadership très élevé et aussi une production qui aide vraiment à être à l'État. Parce que devenir aussi entrepreneur formel, c'est être un partenaire de l'État. Tu aides l'État. On est mal noté du point de vue international. Ne suivez pas ces statistiques. La Banque mondiale, FMI a dit non, nous sommes un pays riche. Il y a des gens riches ici. Venez, c'est possible. Il est encore temps d'être des entrepreneurs formels. Lorsque nous sommes des entrepreneurs formels, nous allons payer les impôts, nous allons payer les taxes à l'État. Nous allons engager des gens. Et les gens vont quitter le stade de survie à une vie normale. Et une fois que nous offrons ces sources de bénédiction-là aux gens, nous devenons aussi émergents. Et nous facilitons directement, de facto, à ce que le pays puisse être aussi un pays qui est émergent. Voilà. Le rendez-vous est pris, c'est pour le 4 février. C'est dans la ville de l'ICACI. On va parler de l'entrepreneuriat, la productivité et beaucoup de choses et même des stratégies pour que vous puissiez créer une entreprise. C'est un réel plaisir de recevoir des férus de l'entrepreneuriat, notamment M. Chadamanda qui est venu de Kinshasa et M. Nawesh Katumba, c'est un fils de l'ICACI. Et nous leur disons, ce sont des enfants du monde, ils veulent apporter leur touche à nous tous, la jeunesse, les professionnels. N'hésitez pas, vos remarques et suggestions seront les bienvenues. Au revoir et à la prochaine.